Il faudrait qu'on trouve un terme intermédiaire Neige, qui neige, fasse production de neige. consensus. Production de neige. Eh ben, je vous propose qu'on redémarre du coup cette deuxième table ronde et donc qu'on poursuive nos travaux en accueillant le président de l'Association nationale des élus littoraux ANEL et donc qui est en visioconférence, Jean-Charles Orsucci, par ailleurs maire de Bonifacio, avec qui nous allons pouvoir échanger, alors avec la distance, mais en tout cas on vous voit et je pense qu'on vous entend. Monsieur le Président, nous vous remercions chaleureusement de vous être rendu disponible dans un délai si court pour nous faire partager, en introduction de nos travaux, le point de vue de l'ANEL, une association que de nombreux membres de notre mission d'information connaissent bien. Comme vous le savez, notre mission d'information a été créée à l'initiative du groupe Union Centriste, comme l'a indiqué notre rapporteur lors d'une réunion constitutive de la semaine dernière. Elle a pour objectif de dresser un bilan des lois montagne et littoral et de leur application dans les territoires, de confronter ce bilan au principe de différenciation et de formuler des propositions concrètes. Il nous a paru indispensable d'entendre, pour commencer nos travaux, les deux grandes associations que sont l'ANEM et l'ANEL, pour planter le décor avant de procéder à de larges auditions, en entendant les services de l'État, les acteurs économiques ou encore les acteurs de la protection de l'environnement, mais aussi des experts, scientifiques ou juristes. Pour appréhender au mieux la situation des territoires de montagne et littoraux, nous effectuerons plusieurs déplacements, dont au moins un en territoire littoral. Et nous allons par ailleurs lancer une consultation des élus locaux dans les prochaines semaines. Et nous comptons évidemment sur l'ANEL pour en assurer la publicité. On vous remercie par avance. Je laisse sans plus tarder la parole à notre rapporteur, Jean-Michel Arnaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Orsucci, on est heureux de vous accueillir après avoir accueilli il y a quelques minutes et pendant près d'une heure et demie le président de l'Association nationale des élus de la montagne pour tirer un bilan de la loi littorale. Nous vous interrogerons sur ce que vous ressentez comme étant les réussites et les limites, ainsi que les points de tension observés sur le terrain dans l'application concrète de cette loi. Quelles évolutions pourraient être envisagées selon votre association afin de favoriser une application plus harmonieuse des textes relatifs à la loi littorale. Votre association, créée en 1978, soit 8 ans avant la promulgation de la loi littorale, rassemble aujourd'hui près de 750 collectivités et parlementaires des littoraux hexagonaux, corses, ultramarins et montagnards aussi, puisque vous avez quelques adhérents, quelques communes de montagne autour des Grands Lacs de plus de 1000 hectares. C'est notamment sur cette pluralité, sur cette diversité des territoires littoraux que vous représentez, Monsieur le Président, que nous souhaiterions vous entendre. Quel bilan l'ANEL dresse-t-elle de l'application depuis 40 ans de la loi littorale au sein de l'archipel France ? Cet ensemble de territoires maritimes répartis sur toutes les façades et présents sur les 5 océans. Comment ce texte, selon vous, que vous avez qualifié de grande loi de la République à l'occasion de son 40e anniversaire, trouve-t-il sa traduction concrète dans les littoraux aux identités aussi variées et spécifiques? Plus généralement, et dans quelle mesure estimez-vous que la loi littorale a permis de préserver et de mettre en valeur la diversité des littoraux? À l'inverse, identifiez-vous des difficultés spécifiques liées à l'application de la loi? Enfin, vous aurez sans doute relevé que notre mission d'information comporte dans son intitulé la notion de différenciation qui nous est chère, aussi bien territoires littoraux que le territoire de montagne. Pouvez-vous nous dire ce que cela vous inspire? Estimez-vous que la loi littorale se prête aujourd'hui à une application différenciée? Et dans le cas contraire, quelles propositions l'ANEL formulerait-elle pour que les spécificités de tous les littoraux soient davantage reconnues et prises en compte? Nous vous donnons donc la parole en vous remerciant. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Allez-y. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup. D'abord, c'est moi qui vous remercie de nous auditionner. Évidemment, c'est un sujet qui est très important pour l'ANEL et depuis longtemps. D'ailleurs, je vais rester modeste sur le sujet. Moi, je ne suis président de cette institution que depuis le mois de septembre, mais pour être totalement transparent et honnête avec vous, il se trouve que j'ai une formation un petit peu de juriste. J'ai un DEA de droit public et je suis élu de Bonifacio depuis 2001. Je suis maire de Bonifacio depuis 2008 et j'ai bien évidemment sur cette commune de 70 km de côte, 120 si on compte les îles. Je pense que c'est la commune française qui a le plus grand littoral, le littoral côtier. J'ai, heureusement ou malheureusement, ça fera l'objet de notre débat, j'ai beaucoup à pratiquer les avantages et les inconvénients de la loi littorale. Donc, je vais le faire d'ailleurs plus à travers cette expertise-là qu'à travers mon passé à l'ANEL, même si vous avez pris soin de rappeler la création de l'ANEL en 1978.
Et je voudrais compléter juste en disant que quand l'ANEL est créée par de grands élus locaux qui avaient la chance à l'époque à la fois d'être maire comme je le suis, mais en plus d'être souvent de grands parlementaires, quand ils décident de créer la loi, de créer l'association, ils la fondent sur deux piliers. La volonté est claire que nos littoraux doivent être protégés. Et la deuxième volonté, qui était clairement affichée, c'était aussi que sur ces littoraux, du développement soit possible. Donc, vous avez compris où je voulais en venir, c'est que tout simplement, l'ANEL, en 78, 8 ans avant, est déjà dans les pas de la création de la loi littorale, et sûrement que nous étions dans l'ère du temps. Premier verdict, et je le répète, vous l'avez dit, l'association estime que c'est une grande loi de la République, qu'elle a beaucoup apporté à nos territoires, surtout si on regarde ce qui a pu se faire dans des pays voisins où malheureusement des dégradations importantes ont eu lieu. Cette loi qui avait donc ces deux piliers, protection et permettre le développement, a permis sûrement des dérives importantes dans l'outre-mer, a permis de stopper ce qui se passait sur la Côte d'Azur et sur la façade ouest de notre pays et en Corse aussi. Je me permets dans cette introduction, parce que je sais qu'après on aura un échange fourni et long, là je crois qu'il faut que je reste dans les 10 minutes, j'aimerais juste vous donner 2-3 éléments. Le premier élément, c'est que je vais m'inscrire totalement dans les pas d'un de vos illustres, je dirais, prédécesseurs, puisque j'ai eu la chance de connaître et de pouvoir échanger longtemps avec un sénateur, celui de la Corse du Sud, Nicolas Alfonsi, qui d'ailleurs était un des membres actifs de la création d'un autre établissement public qui était le Conservatoire du Littoral, mais qui avait un regard très lucide et à la fois très critique sur la loi littorale. D'ailleurs, dans vos recherches, si vous retrouvez ses positions, ses écrits, je pense que vous trouverez encore aujourd'hui des choses qui sont parfaitement d'actualité. Je dis ça parce qu'il faut toujours avoir en tête, depuis 40 ans, les difficultés qu'on rencontre. Petite parenthèse, et c'est là aussi l'anecdote, je voulais vous la donner. Quand nous avons fêté les 30 ans de la loi littorale, je pensais que nous allions pouvoir, je dirais, corriger ce qui n'était pas forcément pertinent dans cette loi. J'ai eu la chance de rencontrer une deuxième personnage qui peut-être peut être encore rencontré aujourd'hui, puisque malheureusement notre ami Nicolas Alphonse est décédé. C'était le ministre qui a porté la loi littorale en 1986, qui s'appelait le ministre Langagne, que j'ai rencontré justement à un congrès annuel de l'ANEL qui avait lieu à Perros-Guirec. Et je m'étais permis de lui poser 2 questions. Et ça donne aussi un point de vue important. Est-ce que la loi avait été pensée pour tous les territoires français? Pour être honnête, il m'avait dit, vous savez, quand en 1990, nous avons porté cette loi, c'était pour stopper ce que nous observions en Bretagne, sur la côte atlantique et en Méditerranée. Je vous fais cette première digression, parce que, évidemment, la question de la Corse et la question des Outre-mer n'étaient pas véritablement au cœur de la réflexion. La deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est que le ministre Langagne avait bien fait remarquer qu'il agissait, il était secrétaire d'État à la mer, et que le choix du Premier ministre de l'époque, qui de mémoire était Laurent Fabius, était non pas de confier la défense de la loi littorale au ministre de l'écologie, mais bien au ministre de la mer, parce qu'il y avait cette double dimension de protection très forte à mettre en place, mais aussi de développement. Donc, je vous dis ça parce que effectivement, nous pensons à l'ANEL, et je rentre dans le vif du sujet, que cette loi, qui a été une grande loi de la République, mérite d'être actualisée en 2026. En 2026, elle mérite d'être actualisée, et je ne choisis pas par hasard le mot actualisé. Nous, les élus des littoraux français, nous savons très bien que souvent, pour ne pas dire systématiquement, lorsque l'on veut améliorer cette loi, nous sommes souvent taxés, je vais caricaturer, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité, nous sommes caricaturés en bétonneurs. Et c'est tout le défi que nous devons relever, d'ailleurs, qui n'a pas permis, il y a 10 ans, sûrement de faire le travail qui était nécessaire vis-à-vis de cette loi. Donc je dis actualiser pour bien montrer que nous sommes fiers des principes qui ont permis, les principes fondateurs de cette loi, mais que cette loi, évidemment, 40 ans plus tard, elle mérite d'être actualisée, notamment par rapport à des ambitions, y compris en matière environnementale ou y compris face au réchauffement climatique.
Je voudrais aussi commencer ce débat, et là je vais conclure parce que je ne dois pas être loin des 10 minutes qui m'étaient offertes, pour vous raconter une anecdote. Ce n'est pas que j'ai envie de vous raconter ma vie, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça, mais quand même, juste pour à la fois aussi vous faire sourire, vous raconter une petite anecdote, et je pense que dans notre entretien d'1 heure et demie, on pourra en avoir plusieurs. Samedi, j'étais invité à un anniversaire sur ma commune et je suis arrivé à cet anniversaire et j'ai été interpellé par la propriétaire de l'établissement. Et elle m'a un peu vertement attrapé. Alors peut-être que l'élection municipale qui arrive en est l'explication, mais la réalité, elle m'a attrapé pour me dire: Jean-Charles, je ne comprends pas. Tu m'as renvoyé vers ton adjoint à l'urbanisme, notre ami commun. Petite parenthèse, je vous la donne parce qu'elle est quand même assez intéressante. L'actuel préfet de Corse, le préfet Jalon, qui est là depuis 6 mois et qui, bien sûr, a eu à traiter les problèmes d'urbanisme de ma commune, m'a dit que mon adjoint à l'urbanisme était quelqu'un de remarquable et de très compétent. Je vous dis ça parce que par rapport à l'anecdote de la dame, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je dis ça parce qu'elle m'a dit: quand j'ai vu ton adjoint à l'urbanisme et que je lui ai expliqué que je voulais tout simplement rénover une maison qui a été construite en 1970 sur la commune de Bonifacio. C'était une maison qui a été adossée à une bergerie qui avait 200 ans. Cette maison est construite en 1970. Le père de cette dame est décédé il y a 1 an. Dans le cadre de la succession, elle a donc voulu rénover la maison construite dans les années 70. Je n'ai pas besoin, mesdames, messieurs, de vous expliquer dans quelles conditions la construction a eu lieu en 1970 par rapport à toutes les lois que la République produira derrière, les lois de performance énergétique, etc. Elle me dit: oui, Jean-Charles, sauf que ton adjoint m'a dit que je lui fournisse le permis de construire de 1970. Alors, peut-être que c'est une spécificité dans le cadre de vos travaux qui va être corse. Permettez-moi, messieurs, de vous dire quand même que j'ai déjà commencé mon tour de France en Occitanie et en Normandie. J'ai l'impression que ce que je croyais être une spécificité de Bonifacio et de la Corse est en réalité une réalité nationale. Elle m'a dit: mais Jean-Charles, de permis, je n'en ai pas de 1970. Donc, si pas de permis en 1970, pas de possibilité d'un permis de démolition en 2025 et pas de possibilité de reconstruire quasiment à l'identique, mais nettement mieux d'un point de vue énergétique, une maison en 2025. Je crois qu'à travers un exemple parmi des centaines d'autres, je crois qu'on a là la démonstration de la nécessité d'actualiser la loi littorale. Que vous le sachiez, au niveau de l'ANEL, bien sûr, nous avons un document à vous transmettre qui serviront vos travaux. Bien sûr, nous-mêmes, dans cette année où nous fêtons les 40 ans, nous avons pris le parti de saisir nos membres pour faire à la fois récupérer toutes les je dirais, les incongruités qu'on en a sur le sujet, pour faire, je dirais, pour donner du concret aux difficultés qui sont les nôtres. J'en ai un autre en tête et qui permet peut-être de faire la transition. Voilà, au moment où on doit relocaliser bon nombre d'établissements, il n'y a pas un jour, encore il y a 48 heures, au journal de TF1, nous avions un sujet sur le réchauffement climatique et le retrait du trait de côte. Il n'y a pas un jour où nous n'avons pas comme réflexion celle de la relocalisation de bon nombre d'établissements, de campings, de restaurants, de maisons, et où la loi littorale est un véritable frein. Je répète, c'est une grande loi de la République, mais, messieurs, je vais terminer par cela. On a un peu de temps, hein, donc si vous voulez prendre quelques minutes de plus, il n'y a pas de souci. Et je vais attaquer quand même un sujet et je vais essayer de m'adresser à la représentation nationale qui a vocation à édicter la loi. C'est qu'on ne peut pas imaginer que la loi littorale aujourd'hui, depuis 1986, sa principale critique, ce soit le fait que ce soit une loi uniquement jurisprudentielle. Aujourd'hui, dans la République qui est la nôtre, à l'ANEL, nous pensons que c'est aux parlementaires de faire la loi, c'est aux députés, aux sénateurs. On a un grand respect des juges qui, dans notre République, sont les garants du bon fonctionnement du droit, mais la loi et son élaboration doit dépendre du législateur. Or, on sait très bien que la marge de manœuvre aujourd'hui qui est la nôtre de ce point de vue, on parle en tant que maire de collectivité locale, c'est la jurisprudence que nous devons appliquer ou point qui pose problème et que vous entendrez sûrement dans vos débats. J'ai eu la chance à 2 reprises en 2025 d'être à la table du président de la République qui invitait des maires ou présidents de communautés de communes de toute tendance politique pour évoquer les difficultés du pays. Lors de ces 2 entretiens,
systématiquement a été évoqué les difficultés d'application de la loi littorale lorsque l'on avait des maires des littoraux. Et a été pointé avec force l'action des services de la DREAL et de la DTT qui ne sont jamais des services qui viennent aider les collectivités locales à comprendre la loi, à la mettre en œuvre pour que les deux piliers soient en action, mais uniquement pour venir censurer, contrôler et être des freins à des ambitions légitimes des territoires que nous représentons lorsqu'il s'agit d'installer des campings, des aires de stationnement, des aires de permettre que des écoles de voile puissent fonctionner normalement. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que le droit reprenne sa place à travers l'action du législateur. Nous demandons, et je vais répondre aussi à une de vos remarques, et il se trouve que ça correspond à l'ADN de l'ANEL, à savoir si vous me demandez sur la différenciation. Alors nous sommes des Girondins convaincus. Nous pensons que le binôme maire, allez, quand on est un peu plus dans une vision un peu plus large, intercommunalité avec le préfet a vocation à bien connaître le territoire. D'ailleurs, nous ne nous appelons plus l'Association nationale des élus du littoral, mais nous avons changé pour être appelés Association nationale des élus des littoraux. Et bien, de la même manière, nous souhaitons aujourd'hui que la loi littorale se transforme en loi des littoraux français. Nous pensons qu'il y a évidemment une appréciation locale à prendre en considération qui ne peut pas être définie par le Conseil d'État à Paris. Nous pensons que la plage de Papeete, les falaises d'Étretat ou les plages de Cannes ne peuvent pas être traitées toutes de la même manière et je crois qu'il est grand temps qu'il y ait là une vision décentralisée de l'aménagement du territoire, je répète, y compris à des fins environnementales, à des fins, et pour nous, ANEL, vous le savez, c'est pas loin d'être un gros mot, ben, le développement économique, pouvoir loger dignement les gens qui sont sur nos territoires, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. J'insiste aussi sur un point, parce que depuis quelques années, l'ANEL est très regardant sur ce qui se passe en Outre-mer. Bon, quand en Guyane, on nous dit lors du dernier colloque à Bonifacio du congrès de l'ANEL à Bonifacio au mois de septembre, que les élus de Guyane nous expliquent que la loi littorale s'applique à 100 ou 150 kilomètres des côtes, bon, permettez-nous de nous interroger sur la pertinence et sur cette vision de la loi littorale. Et je dirais que voilà, ça démontre quand même qu'aujourd'hui, il y a de véritables difficultés. Alors, je commettrai une erreur en tant que président de l'Association nationale des élus des littoraux, mais surtout en tant qu'élu insulaire, en n'évoquant pas mon île. Vous avez reçu la grande association qu'est l'ANEM juste avant nous. L'application de la loi littorale cumulée à l'association de la loi littorale en Corse, je pense de suite à mon ami Méreste de Piane qui, à chaque congrès de l'AMF ou à chaque fois qu'elle a eu à rencontrer le président de la République, l'a interpellé sur le sujet. Je vous rappelle qu'elle était donc très proche de Nicolas Alfonsi, puisqu'il avait été maire de Piane là aussi. Il disait d'ailleurs à ce sujet, quand on applique ces deux lois, il disait, vous savez, Piane et Bonifacio, c'est la double peine. Ce sont des communes qui, parce qu'elles ont protégé leur littoral, devront, et ça je vais reprendre une expression d'un autre élu corse qui s'appelait Jérôme Polverini, qui a travaillé sur le sujet ardemment, qui disait « Nous sommes condamnés non pas au développement durable, mais au sous-développement durable ». Avec l'application stricte, une vision que certains, attention, je le précise aussi, hein, il y a des gens qui militent dans ce pays, et je respecte, pour que la loi littorale ne soit que la loi de la coercition, de la protection, c'est leur choix, je le respecte, mais en tant que président de l'ANEL, je ne porte pas cette voie-là. Je pense que c'est l'équilibre qui doit aujourd'hui prévaloir et on n'est pas dans un système équilibré dans l'application de cette loi aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai rapidement balayé ce que j'avais à vous dire, mais bien sûr, je suis maintenant disposé pour l'échange long que nous pouvons avoir ensemble. Merci, merci Monsieur le Président déjà pour cette intervention très, très complète. Peut-être que je laisse la parole à Monsieur le rapporteur s'il souhaite... Je pense que le mieux c'est peut-être de laisser la parole aux collègues et puis après on
on reprendra la parole et on tirera les fils des différentes expressions ou des différents sujets qui auront été posés. Qui souhaite intervenir? Vous forcez. Bien, le temps que les collègues se mettent en jambes. Vas-y, je t'en prie. Bonjour Jean-Charles, c'est Frédéric Frédéric Espagnac à l'appareil. Bonjour, Frédéric. Petite question peut-être sur la superposition telle que tu l'as évoquée, loi montagne et loi littoral, sur la question de la double peine. On est évidemment sur la question aujourd'hui de l'urbanisme, mais au final, est-ce qu'il y a, on va dire, d'autres applications qui ont posé souci sur la superposition des deux? Est-ce que c'est juste une question d'urbanisme ou est-ce qu'il y a eu d'autres soucis? Alors, comme ça, instinctivement, je dirais, c'est en matière d'urbanisme que cette question est quasiment souvent évoquée par l'ensemble des maires de Corse. C'est dans cette dimension-là. Après, dans la dimension urbanisme, ça peut être la question de la pose de portiques dans une aire de stationnement. On est d'accord, hein, ça relève aussi de ce qu'on appelle une autorisation de l'urbanisme. Donc, c'est dans cette dimension-là. Après, peut-être de façon plus concrète, si tu veux, si toi, tu as une idée et que tu veux que je vois si ça correspond à ce que je pense de la situation. Non, c'était juste une question. C'était pour savoir si justement nous, D'accord. c'est vrai qu'on a axé sur ça dans les premières réflexions, mais c'était aussi pour voilà, voir ton retour. Jocelyne, Antoine, allumez bien vos micros et fermez-les après l'intervention, parce que comme on est en visio, du coup, ça... Voilà, pensez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et effectivement pour vos propos liminaires. Alors moi, je ne suis ni de la montagne ni du littoral, je suis du département de la Meuse. Et donc, je viens un peu parmi vous parce que vous avez parmi vos membres les communes des littoraux et que dans nos départements, y compris à l'intérieur des terres, nous avons des grands lacs de plus de 1000 hectares. Et donc, nous avons des communes riveraines qui vous connaissent peut-être peu parce qu'elles sont peut-être pas très représentées chez vous. Je sais qu'il y a quelques communes de la montagne qui jouxtent les deux, mais c'est pas le cas. Il y aurait moyen, il y aurait une ambition certainement, c'est aussi de contacter ces communes parce qu'elles sont parfois bien seules au monde par rapport à leurs problématiques vis-à-vis de la loi littorale, et que pour avoir longtemps siégé au syndicat d'un grand lac sur mon département, dans le cadre d'un syndicat mixte, on n'a pas d'adhérents en fait. Donc je voulais savoir quelle était aussi la part, enfin, est-ce que vous aviez des adhérents des communes qui ne sont pas du littoral marin ou insulaire, mais du littoral des grands lacs de plus de 1000 hectares. Et est-ce qu'il y avait des spécificités que vous pouviez retrouver par rapport à ces territoires-là, par rapport aux autres territoires, ou est-ce que ce sont des enjeux communs? Je connais un peu la réponse pour avoir géré certaines problématiques, mais voilà, je voulais avoir votre avis sur la question. Alors, je vois aussi, heureusement que je suis aidé par, j'ai un collaborateur en la présence de Thomas Guyot qui est à mes côtés. Nous avons au sein de l'ANEL des communes de ces grands lacs. Nous avons des membres au comité directeur d'ailleurs. Et effectivement, d'ailleurs, on a même mis à disposition de cette commune du côté, si je ne dis pas de bêtises, je pourrais acquiescer de la tête, du côté d'Annecy. Nous avons une commune qui nous a sollicité parce qu'elle avait des difficultés, notamment sur l'élimination du domaine public, domaine privé et avec des enjeux portuaires sur les grands lacs. Mais effectivement, nous avons bien ce genre ces communes avec nous. Et j'espère d'ailleurs, pour être honnête avec vous, que ce soit au niveau des communes d'outre-mer et ces communes des grands lacs, pouvoir amplifier leur présence au sein de l'ANEL. Et parce que justement, la réponse que je peux vous faire instinctivement sur le sujet, c'est qu'effectivement, elles rencontrent les mêmes difficultés que nous. Je me souviens d'avoir eu avec le maire, dont Thomas va m'envoyer par texto si jamais le nom et la commune, que je vous donne l'élément précis, la commune du lac du Bourget, qui siège sur Léman. C'est des communes avec qui je me souviens lors d'un congrès de l'ANEL au Gros du Roi, avaient notamment sur les questions du foncier et du logement relevé les mêmes difficultés. Évidemment, elles étaient en montagne, mais elles avaient notamment, vous connaissez la pression touristique qui s'exerce dans ces communes-là, un peu à l'identique de ce qu'on se connaît sur le littoral. Donc forcément, l'application des fois rigide de la loi littorale, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, engendre les mêmes difficultés pour ces communes-là, dans ces territoires-là.
Merci. Alors, monsieur le rapporteur, il y a une question et puis après on en aura deux, trois. Je prendrai. Une question, je m'adresse peut-être plus à l'élu corse qu'au président de l'ANEL, encore que peut-être les deux sont liés. Il m'a été indiqué que la loi Elan de 2019 a intégré une disposition dans votre PADUC qui permet pour les communes soumises aux lois montagne et littoral d'identifier des secteurs où le régime d'urbanisation de la loi montagne s'appliquerait en lieu et place de celui de la loi littoral dès lors qu'ils sont situés en dehors des espaces proches du rivage. Est-ce que vous avez pu simplement, à partir de ce dispositif de 2019, en vérifier l'application ou est-ce qu'à ce jour, cette disposition n'est pas mobilisable, n'est pas mobilisée dans votre île? Alors d'abord, pour vous faire sourire, par rapport à la précédente intervention, c'est vrai que je suis le maire de Bonifacio, mais je suis né à Aulnay-sous-Bois et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans, juste pour vous faire sourire les uns les autres. Donc ça veut dire qu'on reste, nous aussi, à l'année des gens très ouverts. Pour revenir sur cette question, il se trouve que là aussi, je n'ai pas voulu tout vous dire, mais j'ai eu la chance d'être vice-président de l'Assemblée de Corse. J'ai été 2 fois élu président de groupe à l'Assemblée de Corse, et notamment lorsque le PADUC a été voté. Je n'ai pas eu la chance d'être renouvelé en 2021, mais sur cette question-là, effectivement, le PADUC nous a donné l'opportunité, mais le président Simeone, qui préside la collectivité depuis 10 ans, n'a pas encore mis en révision ce document. Il a commencé à peine à mettre ce document en révision. Je ne vous cache pas que, personnellement, sur la commune de Bonifacio, nous qui venons de voter un PLU le 8 décembre dernier, eh bien, on a cette difficulté-là, notamment parce que les zones urbanisées qui auraient dû être définies soit dans le PADUC, soit au niveau des SCOT, la chose n'a pas été faite. C'est vrai que ça vient complexifier notre situation. Mais pour être totalement transparent et honnête, de toute manière, le PADUC étant antérieur à la loi Elan, effectivement, aujourd'hui, il faut le rendre compatible. Donc, ce travail-là, il doit être fait par la collectivité de Corse. Le président Simeone nous a dit qu'il avait initié. Bon, il y a un débat politique en Corse, pour être totalement honnête avec vous. Évidemment, l'opposition reproche au président Simeone de ne pas avoir depuis longtemps mis en œuvre les procédures pour le réviser, parce que c'est vrai que chez nous, vous savez qu'il regroupe plusieurs entités que l'on a sur le continent. Le PADUC est un document, y compris qui définit, pour rien vous cacher, qui définit aussi la vocation des plages. Je ne vous cache pas que, par exemple, dans mon plan local d'urbanisme, j'avais choisi de modifier ces plages-là, et le président Simeone m'a demandé de revoir ma position pour ne l'envisager que dans le PADUC. On est dans des questions qui sont à la fois très politiques, pour ne pas dire politiciennes, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette difficulté-là, à savoir un choix politique de la région, pour les maires et les présidents d'intercommunalité par rapport à la loi littorale, ça pose problème. Maintenant, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire, parce que je l'ai souvent fait, notamment dans les médias, c'est que certains détracteurs disent que la loi littorale, ses difficultés d'application sont le fait du PADUC. Moi, je me permets de vous dire que, y compris si le PADUC demain peut améliorer les choses, je pense que c'est bien au niveau de la loi qu'il y a des précisions à apporter, et je répète, j'en veux pour preuve que lorsque je me rends en Normandie ou en Occitanie, j'ai bien identifié qu'aujourd'hui, sur la notion d'espace proche du rivage, sur la notion de densification, sur ces choses-là, il serait important qu'on ait une décision qui soit au niveau de la loi et non pas au niveau de la jurisprudence et au niveau d'une doctrine qui d'ailleurs peut être différente sur le territoire, je vous l'ai déjà dit, mais j'entends le répéter plusieurs fois, qui peut être différente en fonction du directeur de l'ADREA, de la DDT, qui est face à nous. Sur ce sujet, excusez-moi, juste pour relancer, merci de votre réponse purement corse, mais ne pensez-vous pas que ça puisse être un dispositif à imaginer pour nos grands lacs, pour faciliter justement cette adaptation territoriale et une différenciation qui puisse être opérationnelle et qui puisse, le cas échéant, permettre d'adapter les SCOT autour de ces lacs. Ou les SRADET, enfin les SRADET c'est en dessus le SCOT, SRADET et SCOT, et donc ensuite les PLU en déclinaison Poupérus là, que nous avons sur nos territoires. Alors, l'autonomiste que je suis depuis toujours, je vous le dirais, ayant voté le PADUC de Corse, je ne pourrais vous dire que moi je considère qu'en théorie, évidemment, ce document était un bon document. Il avait d'ailleurs permis de définir clairement, contrairement à un atlas des espaces remarquables de l'État, il avait permis clairement de le définir et de tourner la page d'un sujet qui était redondant et qui était un peu paralysant sur l'île. Il avait aussi permis de classifier très clairement les espaces stratégiques agricoles et d'avoir aussi une vision beaucoup plus large que ce que vous pouvez connaître, puisque c'était aussi un document d'aménagement du territoire. Après, évidemment, c'est toujours pareil. Alors, il y a ceux qui vont défendre M. Simeone et ceux qui vont le critiquer.
compliqué, mais les outils, ils ne sont bons que quand on les utilise correctement ou quand on a une telle ou telle vision. Je continue à penser que le PADUC est un bon document. Après, il y a des choix politiques qui doivent s'opérer en allant dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai que je continue à penser que le PADUC était un bon document. Il aurait dû être révisé depuis longtemps. D'ailleurs, la loi l'avait clairement prévu et on aurait dû depuis longtemps, je pense, réviser ce document. Et ça aurait sûrement évité là aussi des difficultés que l'on rencontre sur l'île. Merci. Je vous propose de prendre 3 questions. Là, on a trois questions, puis comme ça, vous pourrez répondre sur l'ensemble. Donc, Brigitte Bourguignon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci. Je suis de Boulogne-sur-Mer, donc merci d'avoir cité l'auteur de la Merci, loi, Madame la Ministre. Guy Langagne. Et surtout pour vous dire, n'oubliez pas les Hauts-de-France quand vous parlez, parce que vous avez parlé du Sud, vous avez parlé de la Bretagne, vous avez parlé de la Corse. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que chez nous, il y a une mer, il y a un littoral qui est très beau. Et d'un côté, qui a eu les effets avant loi littorale, donc très bâti, et d'un autre, les effets de la loi littorale, donc non bâti, protégé et très beau d'ailleurs, forcément, puisque c'est chez moi. Et ensuite, je voulais simplement vous poser la question de savoir quelle est la position de l'ANEL et est-ce que vous avez fait des travaux là-dessus sur le trait de côte et toutes les zones concernées parce que c'est pas neutre sur l'habitation, sur les pluies aussi qui ont été, vous parliez des documents d'urbanisme et chez nous ça a été très compliqué. Notamment sur la zone la plus protégée de la côte, parce que pour les constructions futures et pour l'entrée dans les terres, c'était très compliqué aussi d'admettre qu'on ne pouvait plus bâtir sur cet endroit. Des fermes qui sont vouées à la disparition, déjà, avec le trait de côte aujourd'hui, qui oblige des agriculteurs à partir. Mais il y a eu un travail vraiment extraordinaire de fait avec les agriculteurs pour permettre un travail concerté, mais pour autant, j'ai entendu ce que vous disiez sur le couple préfet, intercommunalité et maire. Est-ce que vous avez travaillé en ce sens-là? Parce que là, ça a été très mal pris quand est arrivée une fois une ministre dont je ne citerai pas le nom et qui a dit au maire, bah voilà, c'est comme ça et point final, les aires sont déterminées, protégées et c'est comme ça. Le trait de côte est ainsi fait. Ça a été très mal pris. Donc aujourd'hui, c'est en instance. On va dire que ça a été mis en stand-by. Quelle est la position de l'ANEL là-dessus? Alors, peut-être je prends la série de questions, puis vous répondez sur l'ensemble. Gérard Lahellec et puis après Sébastien Fagnon. Oui, merci, bonjour. Merci pour ces éclaircissements. Gérard Lahellec, je viens de Bretagne, du Trégor exactement, à quelques encablures de Perros-Guirec. Donc voilà, je le dis parce que vous l'avez cité dans votre intervention tout à l'heure. Mais plus globalement, bon, nous avons quelques 2700 km de côte en Bretagne, si bien que le sujet est quand même assez prégnant. Et d'emblée, je veux faire une remarque, c'est que les observations ou réclamations dont je suis dépositaire ne viennent pas essentiellement de Perros-Guirec. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout va bien à Perros-Guirec, mais ça ne va pas quand même si mal que ça. Donc, mes observations et mes réclamations, je les recueille de là où il y a des activités ou des besoins d'activités humaines qui ne peuvent pas se développer, qui sont coincés, qui sont ligotés, des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense aux travailleurs de la mer, je pense à la conchyliculture, etc. Donc, c'est de là que viennent... Et ça me rend le sujet assez saillant, y compris dans les priorités que je m'accorde. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre façon de dire les choses, à savoir l'actualisation. Il faut actualiser. Mais il faut l'actualiser, y compris au regard des évolutions sociologiques, des évolutions économiques, etc. Pas pour faire n'importe quoi. Pas pour faire n'importe quoi. Et je suis tenté, lorsque j'approche ces sujets, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que comme on est amené à apporter des réponses à toutes ces personnes dont je parlais à l'instant, moi j'ai tendance à leur dire, dites-moi ce qui se serait passé si la loi n'avait pas existé. Où en serions-nous aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays d'Europe, pas si loin que ça d'ailleurs de chez nous,
qui n'ont pas eu ces lois et on voit ce que ça a donné. Et donc, la meilleure façon, à mon avis, de traiter la question de l'actualisation, c'est peut-être de se poser la question de ce qu'aurait été la situation si on n'avait pas fait ce qu'on a fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis là, vous voyez, de manière intéressée. Parfait. Sébastien, et puis... Bonjour Monsieur le Président, Sébastien Fagnan, sénateur de la Manche, voisin de Gérard Lahellec, donc dans un département qui compte pas moins de 674 km de côte et l'un des premiers PPA de France. Ma question rejoint ce que vous évoquiez dans les propos liminaires sur le périmètre de la loi littorale et donc de son éventuelle actualisation, puisque nous sommes confrontés dans les réflexion autour de la relocalisation des activités proches du rivage à l'écueil d'une application stricto sensu sur l'ensemble de l'entité administrative qu'est la commune. Fut-elle jusqu'à 15 km à l'intérieur des terres. Je n'irai pas jusqu'à l'exemple guyanais, mais il est particulièrement révélateur. Alors, ma question est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais 40 ans après, ne s'agirait-il pas d'opérer un changement législatif, mais philosophique, en ayant une approche non plus administrative sur l'ensemble de la commune, mais une approche géographique qui pourrait par exemple s'appuyer sur les espaces proches du rivage, sanctuarisant les espaces les plus exposés aux risques liés au changement climatique, tout en préservant des capacités à urbaniser sur le reste de la commune littorale, une fois évacuée la question du risque lié à l'érosion du trait de côte notamment, considérant qu'aujourd'hui, à travers les différentes évolutions législatives depuis 40 ans et singulièrement depuis l'introduction du zéro artificialisation nette dans la loi climat et résilience il y a presque 5 ans de cela, il y a suffisamment d'outils en matière de sobriété foncière pour préserver les communes littorales hors périmètre des espaces proches du rivage. Je prends celui-ci, cet exemple des EPR, parce qu'il me semble géographiquement l'un des plus intéressants, mais est-ce qu'il ne faudrait pas opérer ce changement quasi philosophique dans la loi littorale pour intégrer pleinement la question des risques liés au changement climatique en ayant cette entrée qui ne serait plus administrative, mais avant tout géographique? Je vous remercie. Je vous laisse répondre, Monsieur le Président. Oui, volontiers, si vous le souhaitez. D'abord, je voudrais rassurer Madame la Ministre sur les Hauts-de-France, que ce soit avec mes amitiés avec Frédéric Cuvillier ou avec Xavier Bertrand, pour montrer que là aussi, il n'y a pas de sectarisme, font qu'on s'intéresse à ce territoire. Et je me mets un point d'honneur à faire. Je me déplace dans les territoires et j'irai dans les Hauts-de-France et je prendrai bien soin de vous rencontrer, comme j'avais eu la chance de le faire lorsque j'étais en tant que maire venu à Ajaccio vous voir. Donc évidemment, ce sera un plaisir de venir. Et effectivement, la France, elle est belle de partout. D'ailleurs, quand je dis ça, vous pensez que c'est une formule un petit peu en l'air, mais je fais partie de ceux qui pensent que notre pays, notre grand pays, est justement une de ses forces, c'est l'ensemble de ses littoraux, que ce soit en France continentale, en Corse ou en Outre-mer, et que c'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre vous le savez, que j'ai un autre sujet que l'ANEL porte avec force, c'est la création d'un fonds spécifique, notamment par rapport, je dirais, au réchauffement climatique et au trait de côte. Ça va me permettre de répondre concrètement à la question, et en estimant que la solidarité nationale doit s'exprimer, parce que si nous sommes fiers, bien évidemment, du patrimoine parisien, nous sommes fiers de Notre-Dame ou de Versailles, nous pensons qu'aujourd'hui, Étretat, que Biarritz ou Nice méritent aussi et participent grandement au rayonnement de notre pays. Donc il y a dans les Hauts-de-France, et j'en suis d'autant plus convaincu que j'ai la chance aussi, depuis maintenant assez longtemps, de siéger en tant que représentant des communes françaises au Conservatoire du littoral, et j'ai bien vu que là est notre capital environnemental qui est fondamental. Je me permets de le dire avec force, et je sais que des fois ça va en choquer d'autres par contre, mais pourtant j'assume. Ce capital environnemental qui est notre force, c'est aussi c'est aussi un formidable fonds de commerce pour les générations futures. Et quand je vous dis ça, c'est parce que, et pour répondre à la ministre sur le trait de côte, que vous le sachiez, nous travaillons main dans la main avec le CEREMA. C'est le CEREMA qui établit ce diagnostic sur nos territoires, qui l'a fait. D'ailleurs, je me suis permis de dire gentiment au congrès de l'AMF, où le CEREMA a présenté ses travaux, qu'il y manquait des territoires d'outre-mer. Je crois qu'une commande a été depuis formulée par le gouvernement pour corriger cette anomalie qui vexait un peu nos amis, notamment de la Polynésie. Donc le CEREMA a fait déjà des travaux. Petite parenthèse,
qui démontre d'ailleurs qu'il n'y a pas à se poser la question de savoir si le changement climatique et si le trait de côte est à l'œuvre. Il y a des certitudes sur le sujet. Et que si d'ailleurs on n'appréhende pas à travers la création d'un fonds ou à travers l'actualisation de la loi littorale, si on n'appréhende pas les efforts à faire maintenant, je pense que pour la vision à 2050 ou à 2100, on va vers une catastrophe. Il y a à relocaliser des routes, il y a à relocaliser des établissements professionnels, il y a à relocaliser des établissements publics, et qu'aujourd'hui, nous savons, et je me permets même de faire la transition avec l'intervention du sénateur breton, nous savons que l'exemple en Bretagne, et permettez-moi, malheureusement, ça m'est aussi tombé dessus en tant que maire, et l'exemple bonifacien de devoir raser des maisons, parce que moi j'ai un problème de falaise qui risque de s'effondrer, en indemnisant les pétitionnaires qui voient leur maison délocalisée, l'achat de maisons à millions d'euros, 3-4, ce ne sera pas jouable à long terme. C'est pour ça que j'insiste aussi sur l'actualisation de la loi littorale qui doit permettre la relocalisation. Et quand je vous dis ça, je vous donne un exemple concret encore une fois. Lorsque la commune de Bidart a un camping qui doit être délocalisé par rapport au risque submersion suite aux travaux du CEREMA, on ne peut pas proposer comme relocalisation de se retrouver derrière une autoroute. C'est là où on est sur une vue de l'esprit, c'est qu'il faut permettre à travers l'actualisation de la loi littorale de délocaliser ce camping sans en augmenter la capacité, mais de pouvoir le mettre à un endroit qui aujourd'hui n'a pas été artificialisé. Toujours dans cette volonté de répondre au sénateur breton, c'est de lui dire c'est vrai, et je partage un peu son sentiment, et je m'en excuse. Dans mon intervention, je n'ai eu vocation qu'à parler, non pas des trains qui arrivent à l'heure, mais de ce qui ne va pas dans la loi littorale. On pourrait, vous et nous, parler des heures, je l'ai quand même dit dans mon propos liminaire, et je suis pas loin de l'Italie, je suis allé en Occitanie, j'ai vu ce qu'il a pu se faire en Espagne. Je pense qu'évidemment, nous avons, et nous sommes des militants de la loi littorale, et d'ailleurs, ça me permet aussi de faire une remarque avec le troisième sénateur, c'est que c'est vrai que je pense que dans l'actualisation et dans l'analyse de cette loi, on peut se dire qu'il y a peut-être d'ailleurs par certains côtés à renforcer des interdictions. Est-ce qu'aujourd'hui, la bande des 100 mètres est une bande suffisante et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ailleurs? Et je dis que je parle de la troisième intervention parce que je pense que la géographie aujourd'hui doit s'imposer à nous. Et je le répète, moi, quand il y a une semaine, le préfet de région m'a déféré 2 permis de construire à 250 mètres du plus grand centre commercial de Bonifacio, petite commune de 3400 habitants, là, je me permets de vous dire que la géographie n'a pas été appréhendée comme elle le doit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans les travaux que vous menez, dans la nécessité que vous avez à travailler avec les députés, et en espérant qu'on ait cette actualisation de la loi littorale, il faut évidemment, sûrement peut-être par certains côtés, renforcer encore la protection pour qu'on soit encore plus fiers de la protection qu'a apportée cette loi, mais il faut aussi veiller à ce que aujourd'hui on puisse, lorsque l'on veut à la fois construire des toilettes en bord de mer, lorsque des gens qui ont construit, je répète, dans les années 70, dans la bande des 100 mètres et qu'on veut faire beaucoup plus écologique et beaucoup plus performant, on puisse aussi le faire. Merci. Je ne sais pas si monsieur le rapporteur a des... Juste une information complémentaire dans le cadre du travail que nous sommes en train d'engager dans le cadre de cette mission. Et ça fait écho à quelques interventions, y compris la vôtre, monsieur le président. On a prévu un item analyse comparée de situation européenne pour voir de quelle manière un certain nombre de pays proches du nôtre ont travaillé ces questions. Parce que, comme vous l'avez dit, on peut se faire peur en se regardant, en se comparant, parfois on se rassure. Et donc, il est important d'avoir aussi ce travail qui nous permettra d'avoir autant d'outils aussi pour appréhender, on n'en est évidemment pas aux conclusions, on est dans les auditions, l'esquisse d'orientation que vous souhaitez, c'est-à-dire trouver des adaptations intelligentes, et je reprends ce que disait le collègue tout à l'heure, avoir un raisonnement qui est moins
institutionnelle sur des périmètres de communes que géographiques, sur des cohérences territoriales. Et vous avez donné quelques exemples chacun à votre manière qui prouvent parfois l'absurdité de ce qui nous est demandé en appliquant strictement la loi. Positionner un camping derrière une autoroute, ça n'a pas de sens. Donc il faut intégrer non seulement les questions de trait de côte, et je me permets de faire un lien, parce que ce n'est pas totalement innocent qu'on ait travaillé à la fois sur la loi littorale et la loi montagne. C'est quand on compare avec nos problématiques de montagne, vous avez le trait de côte, nous on a le trait de rivière. Le trait de torrent, on a des relocalisations aussi liées à des éboulements, à des expositions zones rouges en montagne, qui sont également de même nature que les vôtres, sur la côte, avec des millions d'euros sur un certain nombre d'équipements, qui soient des services publics, qui soient des bâtiments privés, qui soient des belles maisons d'architectes, etc. Donc on a les mêmes problématiques. Et l'idée de cette mission, c'est aussi de pouvoir un peu révéler cette situation à celles et ceux qui n'y sont pas confrontés. Et la problématique du fonds que vous souhaitez mobiliser pour pouvoir accompagner financièrement cette restructuration de nos fronts littoraux, on l'a également en zone de montagne de même manière. Et je trouve que finalement, il y a des convergences assez puissantes sur le diagnostic de nos difficultés entre votre situation et la situation que vivent un certain nombre d'élus de montagne. Merci. Peut-être si vous voulez souhaiter avoir quelques mots de conclusion, parce que je n'ai pas vu d'autres demandes d'intervention. Peut-être juste vous signaler quelques précisions, en tout cas, sur le fait qu'on va auditionner donc Cyril Desmolis, donc maire de Siers-sur-Léman, qui est du coup membre du conseil d'administration de l'ANEL, et notamment au titre des Grands Lacs. Donc il est prévu en tout cas dans nos auditions. Donc ça répond aussi à une question précédente. Et puis juste dire qu'effectivement, moi je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce que vous avez dit sur la question de l'actualisation en fait de la loi, enfin, des lois, puisqu'on parle des deux textes. Et je rejoins évidemment le rapporteur sur la similitude en tout cas des problématiques que l'on peut avoir sur l'aspect montagne et sur l'aspect littoral. Bon, parfois les deux d'ailleurs se rejoignent, mais c'est vrai que moi je le vois très bien dans les territoires de montagne où cette question en fait même d'habitabilité en fait de certains secteurs. Nous sur l'Isère on a l'hameau de la Bérarde par exemple avec suite à une fonte de glacier qui a totalement été ensevelie, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce territoire. Notamment le président du département a refait une route en disant c'est la dernière fois qu'on remet en fait des millions pour, et je dirais à juste titre, pour refaire cette route, mais du coup se pose la question des populations qui vivaient sur ces endroits-là, de qu'est-ce qu'on prévoit en tout cas pour pouvoir faire en sorte que ces lieux restent accessibles, comment on relocalise effectivement. Donc en fait on retrouve tout ce que vous avez pu décrire en tout cas sur la question du littoral. Donc je pense que c'est vrai que ces liens sont en tout cas importants. Je vous laisse, s'il y avait une intervention complémentaire. Oui, désolé Monsieur le Président de reprendre la parole après vous. C'était pour une petite question technique. Dans vos propos, vous avez parlé d'un document qui avait été rédigé par l'ANEL, sur lequel vous aviez travaillé. Est-ce que vous pourriez nous le transmettre et que par la voie de la Commission, on puisse en avoir connaissance ? Bien évidemment. Si vous m'autorisez, je voudrais apporter 2-3 petits éléments en plus, parce que je ne voudrais pas avoir le regret de ne pas vous en avoir parlé. Oui, on vous laisse conclure, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Non, d'abord, j'ai oublié de le dire, il se trouve que même si on ne partage pas les mêmes convictions politiques, nous sommes très amis avec le sénateur Panuzzi, mais pour vous dire quand même que les sujets d'échange en ce moment avec le sénateur Panuzzi portent sur ces questions-là. Loi littorale, développement économique, occupation du DPM, avec de vieilles autorisations qui datent des gens qui ont construit en 84, en 88, et donc qui ont construit à 40 ans, et aujourd'hui où l'État va remettre en cause, et où la jurisprudence et les décisions de justice remettent en cause, et on va vers des moments, et c'était ça que je voulais vous dire qui me paraît fondamental, parce que je suis certain que ce n'est pas uniquement en Corse, qui génère des tensions fortes, des tensions malsaines pour notre démocratie. Je vous le dis, aujourd'hui, entre les collectivités locales, les représentants, préfets, sous-préfets, des TT, DREAL, entrepreneurs face aux associations pour l'environnement, et vous savez, on est souvent sur la caricature. Je crois que ce travail que vous êtes en train de faire, pour moi, il est fondamental. Je suis un petit peu inquiet, parce que je suis arrivé à l'ANEL en 2008, et depuis 2008, j'entends parler de la nécessité d'actualiser la loi littorale et de faire des choses importantes. Pareil, sur un sujet où, en tant que maire de Bonifacio, je suis en train en ce moment même de le vivre, mais c'est vrai pour tout le monde, on n'a pas évoqué le risque juridique.
qu'il y a derrière tout ça et la difficulté d'application de ces lois. Quand je vous dis ça, je pense notamment, voilà, moi j'ai eu la chance de voter un PLU le 8 décembre. Je crois que dans 3 jours, il sera donc définitivement adopté et les recours auront débuté. Mais entre le moment où maintenant je vais délivrer des permis et le moment où le juge administratif va se prononcer, je pourrais avoir commis l'erreur au regard de l'insécurité juridique qui est la nôtre dans la délivrance des permis, au regard de l'application de la loi littorale et de sa jurisprudence très difficile à appréhender, je pourrais avoir commis une erreur. Alors on pourrait se dire c'est pas grave, sauf que dans nos territoires littoraux, et je pense que c'est aussi vrai du côté de chez mon ami Frédéric Espagnac, c'est que quand vous délivrez une maison en bord de mer de 200, 300 ou 500 mètres carrés, si vous avez commis une erreur de droit, les risques financiers pour la commune qui seront appelés, qui sera ensuite dénoncé par le pétitionnaire, peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc là aussi, je pense que le législateur doit se saisir. Alors, je ne sais pas de quel côté doit basculer le balancier. Est-ce que c'est par une restriction dans la capacité à délivrer, dans l'obligation, et est-ce le législateur peut obliger le juge à trancher rapidement? Mais en attendant, je me devais aussi, dans les difficultés que nous rencontrons, évoquer cela avec vous. Voilà, je le dis parce que je sais bien que l'ANEL, vous avez eu la gentillesse de dire que nous étions une grande association. On l'apprécie bien évidemment. La réalité, c'est que vous l'avez évoqué dans votre propos, nous ne représentons que 1200 communes, 1212 communes touchées par la loi littorale. Et je pense que c'est parce que nous ne représentons que 1200 communes sur les 36 000 communes françaises que nous avons du mal à nous faire entendre sur le sujet. J'espère qu'au regard du poids politique que représente l'ANEM, qui est une grande association et qui a souvent été plus performante que la nôtre sur les sujets, j'espère que nous arriverons ensemble à améliorer, parce qu'il s'agit simplement d'améliorer, d'actualiser cette loi, je le répète, et en conclusion, c'est de dire que c'est une grande loi de la Ve République. Merci, Monsieur le Président. Juste pour conclure définitivement, parce qu'on a fait des conclusions en chapelet, l'ANEM nous a fait passer ses intentions, notamment d'actualisation de la loi montagne, avec notamment un texte qui est en cours d'élaboration avec 14 articles. Ils sont dans le même état d'esprit que vous, c'est une actualisation aussi, une adaptation. Est-ce que vous avez un document de même nature qui nous permettrait au moins, dans les travaux qui sont les nôtres, et vous l'avez compris, une mission, un intérêt aussi, c'est dans ces recommandations et ensuite la suite législative que ces recommandations pourraient avoir dans un esprit transpartisan. Est-ce que vous avez ce document que vous pourriez nous adresser ? Merci. Oui, on a. Mes collaborateurs ont travaillé à l'élaboration d'un premier document. Je ne vous cache pas, pour là aussi être précis avec vous, tout au long de l'année, alors on est déjà parti vis-à-vis de nos adhérents pour collecter un petit peu tous les cas pratiques que nous avons rencontrés ou qu'ils ont rencontrés dans les difficultés d'application de la loi littorale. Et on va nous-mêmes mener une enquête en faisant appel à des prestataires, à des juristes, en animant nous aussi des réunions, etc., pour pouvoir apporter notre réflexion à vos travaux. Mais bien sûr, tout ce qui sera produit par l'ANEL, toute réflexion menée. J'ai vu que votre ambition était de produire un document d'ici le mois de juillet. Je ne sais pas si on sera, nous, capables, avant cette date-là, de produire, mais en tout cas, on essaiera d'être, dès que nous aurons, nous, arrêté des documents, des commissions, etc., on essaiera de vous faire passer le maximum d'éléments. En tout cas, un grand merci pour votre participation là, à cette audition. Et puis effectivement, tous les documents que vous pouvez avoir, en tout cas qui pourraient nous intéresser, n'hésitez pas à les transmettre. De toute façon, vous êtes en lien avec vos services, en tout cas avec les administrateurs, et que voilà, ça nous intéressera de toute façon. Et d'ici évidemment le mois de juillet pour effectivement nos conclusions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et bonne campagne. Et bonne campagne. Ouais, c'est vrai, merci. Et on puis va essayer du coup, pour la faire mission, on le- se retrouve donc mardi prochain à 17h pour les prochaines auditions. Voilà. Merci, au revoir.